Les physiciens ont besoin de comprendre le sens physique pour être guidés dans la démarche mathématique. Et pour d'autres, c'est le contraire. Ils ont besoin de trouver la démarche mathématique qui leur permettra de comprendre le sens physique. Et moi, c'est plutôt la deuxième catégorie. En tout cas, ces équations physiques, je vais dire pour ceux qui sont allergiques à la physique, quand j'étais en classe préparatoire, avant d'entrer à l'école normale supérieure, j'aimais pas tellement la physique. J'aimais pas tellement la physique et mes résultats en physique, ils étaient bons mais sans plus. Sans rapport avec mes résultats mathématiques, qui étaient vraiment bien. Mes professeurs de physique, ils auraient été très surpris si on leur avait dit que 15 ans plus tard, je deviendrais spécialiste de physique mathématique et même j'aurais des prix internationaux en physique mathématique. Ça semblait impossible. J'avais peu de sens physique. Mais je fais partie des gens qui peuvent développer le sens physique à partir de l'étude mathématique. Il faut de tout pour faire des scientifiques. Il y a des gens qui ont un très bon sens physique, je vais dire naturellement, en tout cas facilement, et que ça peut aider certains pour faire des mathématiques. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils attaquent les équations d'un point de vue mathématique et ça leur permet de trouver de nouveaux phénomènes physiques. Parfois des phénomènes physiques auxquels les physiciens n'auraient pas pensé. Donc ça peut être un atout des fois, de ne pas comprendre pleinement le sens physique, ou du moins pas de la même façon que les autres. Autre question. Élèves de grand lycée parisien, du moins jusqu'au baccalauréat. C'est pas grave pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans un programme de mathématiques, le plus important, c'est pas le contenu, c'est d'apprendre à raisonner droit. Et c'est d'apprendre à faire des preuves, c'est ça qui va développer l'imagination, ténacité, rigueur. C'est ça, apprendre à résoudre des exercices un peu complexes. Peu importe après le contenu. De toute façon, quand on se met vraiment dans le sujet, on travaille tout de suite, on travaille beaucoup plus que ce qu'on a fait avant. Et donc l'acquisition de nouvelles connaissances gomme complètement les inégalités du lycée. Ensuite, pour ce qui est de l'équipement, il est certain qu'il faut un équipement approprié. En mathématiques, c'est le domaine dans lequel c'est le moins inégal. Si vous voulez devenir faire de la recherche en chimie, vous avez besoin d'un bon laboratoire de chimie. Si vous voulez faire de la recherche des particules, il vous faut des grands équipements, des accélérateurs de particules, des pièges à atomes, superfroids, des choses complexes et très coûteuses. Alors que, en mathématiques, ce qu'il vous faut, c'est un cerveau, bien sûr, papier et crayon, des gens avec qui discuter, et des communications électroniques, accès aux sources d'informations, Internet, autre chose. C'est l'essentiel. De nos jours, on trouve la plupart des résultats, on les trouve en ligne, on n'a même plus besoin forcément de les consulter dans des bibliothèques. Et donc, il faut de l'équipement, mais ça reste minimal pour de la recherche en mathématiques. L'apparition ? Oui. 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 Oui, tout à l'heure, effectivement, tout venir est égal à 2 sur pi. Et le fait que pi apparaît dans ce problème, on ne voit pas pi au départ. Hein. On voit les rainures, on voit l'aiguille, on ne voit pas pi. Mais ça traduit quand même la nature géométrique du problème. Il apparaît au terme d'un certain calcul. Il apparaît au terme d'un calcul qui n'est pas évident, mais qui est suffisamment simple pour que déjà au XVIIIe siècle, on savait le faire, on sache le faire. Et souvent, comme ça, des fois, on voit dans un problème mathématique, dans les ingrédients qu'on compose la solution, la trace de la nature du problème, parfois une nature qu'on connaissait au départ, parfois quelque chose qu'on soupçonnait simplement. Dans ma recherche, ça m'est arrivé aussi, des fois, de voir apparaître un outil mathématique qui vient s'imposer et de comprendre après que c'était lié à la nature du problème. Et par exemple, c'était le lien entre tel et tel problème. J'ai travaillé sur l'amortissement Landau, il y avait le lien avec le théorème Kolmogorov-Arnold-Moser, et j'ai vu seulement qu'au départ, il y a une méthode mathématique qu'on appelle méthode Newton qui est apparue. C'est longtemps après que j'ai compris le lien, et pourquoi cette méthode mathématique apparaissait dans la solution du problème. Autre question ? Oui, là-bas. Il serait considérable, un impact certainement théorique plus que pratique. Mais il serait considérable dans plusieurs domaines des mathématiques. D'abord, sur la répartition des nombres premiers, ça serait un peu le théorème ultime sur les statistiques des nombres premiers.
Les nombres premiers, comment ils apparaissent au fur et à mesure, on ne sait pas trop. 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. On ne sait toujours pas, par exemple, s'il existe une affinité de paires de nombres premiers de la forme pp plus 2, les nombres premiers jumeaux, comme on dit. On sait que les nombres premiers, ils apparaissent d'une manière qui n'est pas régulière, ils se raréfient au fur et à mesure qu'on avance. Mais ils se raréfient lentement, fort lentement. Et on se demande si leur apparition obéit à certaines statistiques. Et si on regardait tous les nombres de très très loin, comme si c'était un gaz, et qu'on regardait la façon dont les nombres premiers remplissent la droite, plus ou moins, si ça apparaît d'une manière statistique prévisible. Et l'hypothèse de Riemann, elle permettrait de répondre à ça. Donc c'est un théorème fondamental par rapport aux nombres premiers. Mais c'est aussi un théorème qui permet de faire le lien entre plusieurs problèmes. Vous avez vu qu'il est exprimé de manière en fonction de l'analyse complexe, l'hypothèse de Riemann. Je vous ai parlé de nombres. Il y a aussi des répercussions géométriques. L'hypothèse de Riemann, c'est un problème qui fait le lien entre plusieurs branches mathématiques différentes dans le domaine géométrique, algébrique, analytique, théorie des nombres. Et donc ça aurait un impact théorique, conceptuel, fondamental. Alors, ici, question mathématique du sens. Oui. Alors, pour la première question, un élève qui se lance dans des études supérieures de mathématiques va automatiquement se spécialiser. En sciences, quand vous lancez dans le travail, ça vient automatiquement. C'est justement à ça que sert la thèse. La thèse, c'est le moment où on va vous donner un sujet très précis et c'est une question que personne ne sait résoudre. Et c'est la première fois qu'on vous donne une question en vous disant « Tenez, ça, je ne connais pas la solution. Peut-être qu'on peut la résoudre comme ci ou comme ça, mais il faut essayer. » Souvent, d'ailleurs, on change de sujet de thèse en cours. Si on se rend compte que la question est trop difficile, on en pose une autre, et ainsi de suite. Et quand on voit ça, on se dit qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose. Il y a déjà tant de chercheurs qui travaillent là-dessus. Mais on y arrive toujours. Il y a tellement de questions et de problèmes ouverts, et tellement de façons de répondre, et tellement de contributions possibles, qu'il y a encore toutes sortes de choses à faire dans les sciences, encore plus que jamais. Et quand on fait ce travail de thèse, automatiquement, on va se spécialiser. Là, c'est plus, je dirais, il fallait voir ma remarque sur la spécialisation comme un encouragement pour ceux qui sont intéressés à poursuivre les études supérieures. Pour la deuxième question, il n'y a pas de réponse miracle facile. Au niveau de l'enseignant, c'est à lui ou à elle de voir comment organiser la présentation des concepts. Il y a les concepts théoriques, il y a les exemples. Les exemples sont importants pour illustrer la théorie, mais c'est fondamental aussi de dégager quelque chose d'abstrait, parce que finalement, en mathématiques, c'est un art abstrait à la fin. Et il faut arriver à faire sentir ça, il n'y a pas de recette miracle. Ça fait partie de l'art de l'enseignement. Oui. Ma question, c'est parmi vos découvertes et tout ça, il y a eu... Une très bonne question, ça. Si, comme je l'ai dit, et c'était le cas là-dessus, mais le cas dans beaucoup d'autres de mes découvertes, le rôle du hasard est comment faire pour susciter le hasard si on ne sait rien a priori. Le problème, c'est d'abord maximiser les possibilités de hasard, et c'est évident que si vous restez chez vous à bosser, vous n'allez pas rencontrer grand monde. Si vous voyagez, que vous parlez, etc., vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer des gens. Ensuite, il y a la question de discuter avec les gens. Si vous rencontrez quelqu'un, un autre mathématicien, mais que vous vous contentez de prendre le café avec lui, il ne va rien se passer. Et si vous vous mettez à parler de votre problème, et lui aussi se met à parler de ce problème, là, quelque chose peut se passer, une interaction. Essayez de profiter de l'interaction. Et puis, aussi avoir quelque chose en tête au départ. Même souvent plusieurs problèmes. Et puis vous rencontrez un truc et vous dites « Ah, mais ça me rappelle quelque chose par rapport à ce que j'ai déjà fait. » Il faut avoir déjà réfléchi aux différentes questions pour après profiter du hasard. Il y a un scientifique, un nommé Georgi, qui a dit « L'innovation,
c'est le hasard qui vient rencontrer un cerveau préparé, un cerveau qui a déjà réfléchi au problème. Et après, il rencontre quelqu'un, et il y a le hasard, mais ça vient pas, c'est pas perdu, quoi. Et on se rend compte qu'on va pouvoir profiter du hasard. Je vais vous raconter une anecdote. Ces temps-ci, je travaille sur un projet de bande dessinée avec un dessinateur dans lequel il y a un des héros qui est un physicien, un des grands physiciens Heisenberg. Presque tout le monde ici a entendu parler de Heisenberg. Et donc je travaillais là-dessus, j'avais lu plein de références concernant et sa vie et tout ça, et pour un projet littéraire donc. Puis j'avais ça en tête. Et puis il n'y a pas longtemps, je me retrouve dans un institut français, c'était en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, et il y avait un repas, un dîner, un buffet, discussion et tout, et puis je trouvais ça bien ennuyeux, il n'y avait rien qui se passait. Et puis alors que c'était presque la fin, et puis il y avait un autre invité d'honneur un peu, qui était l'un des prix Goncourt d'il y a quelque temps, Jérôme Ferrari il s'appelle. Prestigieux écrivain et tout. Et puis il ne se passe rien pendant la soirée, je me dis les conversations ici sont sans intérêt, et puis je me retrouve coincé, puis je me retrouve avec l'écrivain. J'avais fait un exposé la veille où j'avais parlé de Poincaré, j'avais parlé de la vie de Poincaré, des citations, tout ça. Puis je me dis, bon, et puis je vais relancer la conversation là-dessus, là. Et je lui demande, qu'est-ce que tu as pensé de l'exposé de Poincaré hier? Est-ce que ça t'a fait raisonner? Et il commence à me dire, ah ben oui, je n'osais pas t'en parler, mais ça me fait penser à plein de choses, parce qu'en ce moment, je travaille sur un projet où ça parle de mécanique quantique. Et je lui dis quoi? Et l'article de Schrödinger? Oui, il dit Schrödinger. L'article 1925? Oui, l'article 1925. Et puis on a commencé, et on s'est rendu compte qu'il était en train de lui aussi de préparer un projet littéraire dans lequel Heisenberg était le personnage principal, et qu'il avait travaillé sur la vie de Heisenberg, tous les trucs, on a parlé pendant 2 heures. On avait placé sur les mêmes résultats, les mêmes trucs, j'ai expliqué des choses, il m'a expliqué des trucs et tout ça. Et voilà. Et j'aurais pu simplement continuer à manger mon truc et puis partir en me disant bien, allez, je vais me coucher, et je serais passé à côté du truc. Une rencontre incroyable. Les 2 gars en Arabie Saoudite, les 2 Français qui se retrouvent, qui découvrent qu'ils avaient travaillé sur le même projet, enfin sur, pas le même projet, mais tous les 2 sur un projet littéraire faisant intervenir un scientifique et tout ça. Et j'aurais pu passer complètement à côté de ce hasard incroyable. Il faut savoir provoquer. Allez, je prends 1 ou 2 dernières questions là. Alors, ici, là. Que répondez-vous à cet auteur qui disait que le mathématicien est comme un aveugle dans une chambre noire, cherchant une chambre noire qui peut-être même pas. Oui. Oui, c'est une citation qu'on attribue souvent à Darwin et qu'on attribue aussi à d'autres. C'est pas vraiment clair qui a dit ça. Un mathématicien comme un aveugle dans une pièce noire, cherchant un chat noir qui n'existe peut-être même pas. Alors, genre mathématicien, oh là là, écrit sur la tête et tout ça, en train d'essayer d'imaginer des choses dans un espace de concepts qui peut-être n'existe pas. Il y a un peu, je connais un peu ce sentiment, quoi. Quand vous commencez un nouveau problème, vous dites, mais comment je vais faire? Vous ne comprenez pas, le truc vous échappe, vous n'arrivez pas à le saisir. Vous avez l'impression que tout est mouvant, que vous pouvez tomber dans un puits conceptuel. Et puis, petit à petit, de temps en temps, il y a un rayon de soleil qui frappe et vous voyez un truc. C'est comme quand vous faites de l'alpinisme. Quelque chose de quoi vous allez pouvoir vous accrocher. Et tout change, et des fois, ça peut s'éclairer très vite. Donc, c'est bien le sentiment qu'on peut avoir quand on travaille sur un problème, et des fois, tout s'éclaire. Et plus on est dans le noir, et plus on est heureux après de voir la lumière. Autre question? Ouais, vas-y. C'est une très bonne question, parce que découvrir les mathématiques, justement, il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs théories, et je dirais que les 2 principales, c'est l'une consistant à dire que c'est juste
construction humaine, un outil dont l'humanité s'est dotée pour résoudre des problèmes pratiques. Et c'est pour ça qu'on a de la mécanique des fluides, des mathématiques comme ça, qu'on a des problèmes d'optimiser des choses. Et puis il y a une autre théorie qui considère que les mathématiques existent indépendamment de nous, que ce sont un ensemble de concepts qui existent dans une sorte de monde d'idées et qu'ils sont partout autour de nous là, de manière invisible, et qu'on essaie de les attraper, de les choper, un peu comme les idées, comme on dit tout à l'heure, on essaie de trouver l'idée et de la ramener sur Terre. Ce sont des conceptions philosophiques différentes. On pourrait même dire des conceptions métaphysiques. Et c'est impossible de trancher. C'est un peu comme une question religieuse, on croit à l'une ou on croit à l'autre, mais ça ne s'explique pas, quoi. Ça ne s'argumente pas. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. On ne peut jamais convaincre les uns et les autres. L'idée dominante des gens, c'est que les mathématiques, c'est plutôt un monde préexistant. Un monde préexistant, et que les lois de la physique viennent s'enclencher dans ces rainures invisibles du monde des concepts. De sorte que les lois de la physique sont contraintes, même indépendamment de la physique, par les lois mathématiques, par les logiques et les choses comme ça. Si on croit à cette théorie, les mathématiques, ça vient de quelque chose d'extrêmement profond. Et on se contente de lire une espèce de livre, de décoder une espèce de livre. Dernière question là-bas peut-être. Ça c'est une équation qui s'occupe juste des étoiles dans une galaxie sans tenir compte des phénomènes de création et de destruction des étoiles. Il faut un autre modèle pour tenir compte des destructions. Les supernovas, ce sont des phénomènes fort mystérieux que les physiciens trouvent remarquables parce qu'ils font intervenir des échelles de temps extrêmement petites à l'échelle de l'étoile. C'est un phénomène quasiment instantané, quoi, la supernova, alors que l'étoile, c'est un truc gigantesque. Ça fait intervenir donc les supernovas des différentes échelles de temps, de consensus parfait sur la façon dont les supernovas se font. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un exposé passionnant d'un chercheur qui avait une analogie hydrodynamique à un phénomène de supernova. Et c'était assez subtil son affaire. Et il montrait comment un petit modèle avec un jet d'eau de quelque chose qui a tendance à exploser un peu, c'était de manière beaucoup plus lente qu'une supernova. Et tout cela encore, c'était les mêmes genres d'équations mathématiques qu'il utilisait. Pour lui, c'était important, parce que c'est très important, c'est que la supernova soit un phénomène qui fasse intervenir plusieurs dimensions. Si on essaie de le faire de manière purement radiale, ça ne marche pas bien. Il faut le faire de manière avec des instabilités qui font intervenir les trois dimensions. Et puis il y a ces choses incroyables qui restent, quoi, après les explosions des étoiles. On peut avoir une espèce de cœur, genre étoile à neutrons, extrêmement dense, qui tourne sur lui-même de manière extrêmement rapide et qui envoie des signaux à toute allure, de manière extrêmement régulière. Ce sont des phénomènes passionnants, ça. Des instabilités qui se produisent tout seuls sous l'effet de lois de fluides, de mécanismes thermonucléaires, de mécanismes thermodynamiques. Ce ne sont pas les équations qui sont là, hein. Ce sont d'autres équations qu'il faut mettre en jeu. Des équations fort complexes. Ça serait encore un autre exposé. Voilà, je vous remercie.
Thank you.